retour pour parler du budget. Encore et toujours l'interminable budget. On devrait s'en sortir quand même d'ici la fin du mois. Vous savez pourquoi ? À la fin du mois, ça va être réglé d'ailleurs. Oui. Parce qu'Emmanuel Macron prend la présidence du G7 et qu'il n'est pas question qu'ils soient embêtés ni par la crise agricole, ni par les questions budgétaires. Donc a priori, on devrait s'en sortir. Mais comment va-t-on s'en sortir ? C'est la question à 150 milliards de déficit. Non, elle est peut-être 130 l'année prochaine, mais plutôt 49,3, plutôt ordonnance. Surtout, est-ce que vous, experts qui êtes là autour de la table, avez la moindre idée de ce que contient le point d'atterrissage, le projet de loi de finances après tous ces allers-retours? Non. Isabelle? Non. Moi, j'avoue que... Parce que... Non, mais je vous dis ça parce que l'année dernière, il y a eu énormément de surprises et pas mal de syndicats, professionnels, de filières, de lobbies qui se sont réveillés après le vote du budget en février, mars, avril en découvrant des mesures qu'ils n'avaient absolument pas vues. Donc, est-ce que c'est pas une manière de brouiller l'image, tout ça? Non, mais par exemple, je dis à mes équipes, parce que bien évidemment, on cherche toujours à un moment donné de regarder les impacts sur la macro, sur la croissance, etc. Je leur dis, attendez, d'avoir la mouture finale, parce qu'aujourd'hui, on est dans la capacité de pouvoir estimer les impacts. Et c'est toute cette incertitude, d'ailleurs, on sait très bien, et les Français y répondent d'une manière ou d'une autre, et même les entreprises, sur une forme d'attentisme qui est très néfaste, en fait, pour l'économie française. Et c'est d'autant plus dommageable qu'il y a eu les travaux qui ont été faits, mais ça a été relayé pas mal, du Conseil d'analyse économique, qui ont mesuré, en fait, l'ampleur de la problématique française pour arriver à stabiliser, si on veut, à minima, stabiliser le ratio d'endettement public à un certain horizon. La facture, en se mettant en plus quelques marges de manœuvre pour, en cas de crise ou en cas de ralentissement conjoncturel, en regardant la dérive spontanée des dépenses publiques, la facture, les économies qu'on doit faire, c'est 150 milliards, enfin 148 exactement. Franchement, étalé sur plusieurs années, c'est tout à fait gérable et absorbable. Et d'ailleurs, ce que sanctionnent les agences de notation ou les marchés, ou ce que nous dit aussi The Economist, c'est pas tant la question budgétaire que la question de l'instabilité politique et de l'incapacité, en fait, d'avoir une trajectoire budgétaire qui soit crédible aux yeux et qui n'est pas si douloureuse que ça. C'est le message que j'entends, Isabelle Jobbahil, ce matin. 150 milliards, on a 1700 milliards à peu près de dépenses. Donc, on se dit que finalement, tout ça est absorbable et gérable dans la durée. On parle souvent de positionnement churchillien. C'est le cas de Bayrou, par exemple, de la sueur, du sang et des larmes. On n'a pas les nazis en face de nous. On a juste quelques économies à faire. Nicolas Bouzou. Non, mais ce qu'a démontré la séquence récente, je trouve, et c'est ça ce à quoi il faut qu'on réfléchisse en profondeur, c'est... Pardon, mais... l'irresponsabilité de nos amis parlementaires. Emmanuel Combe a un coup de fil, on va arrêter l'émission. Pardon Nicolas. Enfin, grosso modo, on a 1700 milliards d'euros de dépenses publiques. Il faut trouver 30 milliards. Bon, franchement, des gens de bonne volonté, même en désaccord, vous les mettez ensemble dans une pièce 1 heure... Et on le problème, pardon, il n'y a pas. Non, après, chacun a ses préférences. Moi, je pense que mes préférences, c'est de faire 100% de dépenses publiques. Mais si j'étais parlementaire, comme je suis un adulte, à peu près responsable, j'aurais fait une petite concession sur les prélèvements obligatoires. Enfin, je pense que tout ça, est quand même pas très compliqué sur le fond. Donc, c'est sauf nul. Qu'on a des réunions la semaine dernière à Bercy, encore aujourd'hui. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que aujourd'hui, la classe politique ne fait aucune pédagogie. Tout le monde attend 2027 en disant grosso modo, il faut qu'on, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faut qu'on tienne jusqu'à 2027 parce que en revanche, le 10 mai 2027, vous allez voir ce que vous allez voir là, il n'y aura plus aucun problème d'aucune sorte, sauf que, je vous l'annonce, le problème de finances publiques, vous l'aurez le 11 mai 2027, grosso modo, comme vous l'aviez le 10 mai. Et donc 2027 ne change absolument rien. Et donc on a quand même une question pédagogique, fondamentale à résoudre. Parce que la vérité, et je déteste dire ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui verse dans l'outrance, mais c'est que de tous les gens qui s'expriment dans la sphère politique, aucun n'a le début d'une proposition sérieuse sur ce qu'il faudrait faire pour remettre nos finances publiques sur une trajectoire durable. Emmanuel Combe. Non, mais je suis affligé comme Nicolas et Isabelle. C'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est de l'économie politique. Si on ne fait pas d'économie politique, je l'ai écrit d'ailleurs dans une chronique de l'opinion il y a 1 an, elle n'a pas pris un ride.
on a un gouvernement de coalition, chacun défend son électorat. Donc la moindre mesure, fût-elle symbolique, à quelques dizaines de millions d'euros, vous allez avoir un député qui va dire « Ah oui, mais moi, dans ma circonscription, c'est la malédiction des gouvernements de coalition. » Est-ce qu'il est interdit de penser à l'intérêt collectif quand on est représentant du peuple? Vous pensez à la prochaine élection. Donc je pense qu'en fait, tout s'explique par la composition, tout simplement, de l'Assemblée nationale. Et donc, ce qui se reflète également dans l'équipe gouvernementale, on est condamné à faire du bricolage. Oui. Vous ne pouvez pas prendre de décision, parce que toute décision, vous mettez à dos une fraction. Et vous savez même que la littérature économique vous montre qu'un gouvernement de coalition est même plutôt favorable à la dette publique et à la dépense publique. C'est même l'inverse. Logiquement, on devrait même avoir des dépenses publiques qui augmentent. C'est antinomique. Mais là, on fait pas faire des économies, ça ne veut pas dire voter avec 20 milliards d'euros de déficit, c'est-à-dire de dette en plus. Non, mais c'est même pas du bricolage. C'est pour ça que je suis à la fois d'accord sur le constat, mais c'est logique. L'économie politique vous dit il ne peut pas en être autrement. Il faut attendre 2027. Patrick Bertrand. Je ne comprends pas, et nous ne comprenons pas cette situation. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance, même si elle est très critiquée, d'avoir une constitution qui a une plasticité absolument remarquable. Elle a prévu ce type de blocage. Il y a le 49.3. Donc je ne comprends pas pourquoi M. Lecornu, etc. Deuxième élément, on n'est pas dans un contexte de type américain avec le shutdown, et ça n'est pas voté, on ne peut plus payer les fonctionnaires. On est en mode dégradé, il y a ce qu'on appelle le 12e provisoire. C'est un peu compliqué parce que ça veut dire que tous les mois, on a le droit de dépenser un 12e du budget de l'année précédente. Tous les mois, il faut revenir. On commence à le connaître, ça fait 12 mois que ça dure. Et ça crée de l'incertitude. Le dernier point, ça a été évoqué dans votre introduction, c'est un peu triste d'avoir à dire ça, mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on attende une contrainte extérieure qui vient de façon indirecte au travers des taux et du coût de la dette qui devient le premier budget, le premier poste du budget de l'État? Mais est-ce qu'il ne faut pas que ça aille un petit peu plus loin pour que la fête soit finie et qu'on arrête le tonneau des Danaïdes? Et juste pour terminer, là je parle en tant que dirigeant d'entreprise, on sait tous en tant que dirigeant d'entreprise que les grands coups de barre à droite ou à gauche sur les dépenses, ça n'existe pas, mais que c'est une somme de petites actions. Et compte tenu de l'assiette de dépenses, franchement, c'est pas compliqué de trouver 50 millions là, 100 millions là, 2 millions ici. Économiquement, etc. Mais politiquement, oui. Oui, non, mais c'est vrai, mais il y a quand même des sujets plus globaux qu'on peut traiter. Isabelle Job-Basile, je rappelle que vous êtes directrice des études économiques de Crédit Agricole SA. J'imagine que vous surveillez les taux comme à Bercy absolument religieusement tous les matins. Est-ce que cette contrainte des marchés obligataires arrivera un jour en France ou pas? Moi, je voudrais revenir sur ne serait-ce que cette idée, cet espoir qu'on forge sur 2027. Qu'est-ce qui nous garantit qu'à la sortie des élections présidentielles et législatives, on n'aura pas toujours cette tripartition de l'Assemblée? Personne ne peut le garantir aujourd'hui, et donc ce qui veut dire que c'est vraiment le logiciel de nos politiques qu'il faut revoir pour arriver à ce qui est fait dans la plupart des régimes parlementaires, arriver à faire des compromis et du consensus, parce qu'on n'aura plus ce effet majoritaire comme on avait dans le passé. Sur les taux, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu le piège de la grenouille qu'on met dans l'eau chaude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la probabilité qu'on ait vraiment une crise obligataire française compte tenu, on sait qu'aujourd'hui la BCE a les instruments pour justement parer à les crises de liquidité. J'y crois assez peu. En revanche, à quoi on peut assister, c'est un peu le piège à l'italienne, qu'a connu l'Italie pendant de longues années, c'est que progressivement, vos primes de risque augmentent et réduisent d'autant plus vos marges de manœuvre budgétaires, si bien que vous êtes obligé de faire des efforts constants, ne serait-ce que pour maintenir un peu à flot vos On rappelle que la charge d'intérêt de la dette va passer de 30 milliards au début 2020 à 100 milliards en 2030. Voilà. Et ça veut dire réduire vos marges de manœuvre politiques et vos choix politiques. C'est-à-dire que ça va contraindre, ça va être un carcan politique durable. Et d'où le besoin, effectivement, si on doit faire les choses, c'est d'agir relativement vite pour pouvoir progressivement se dégager des marges de manœuvre par rapport à tout ce qu'on se dit en termes de dépenses militaires, des dépenses d'investissement d'avenir, etc. On est à 3,52 ce matin sur les taux français qui sont assez détendus finalement. Emmanuel Combe. Moi, je rejoins complètement Isabelle. La France est un pays qui décline. Le déclin, c'est pas la crise. Ça veut dire quand vous vous enfoncez peu à peu dans une sorte de situation pas géniale. On en parlait avant l'émission, l'écart de PIB par habitant entre la France
et les Pays-Bas 30%. On va y venir avec les questions de pouvoir d'achat. On en est quand même là. Et en effet, on compromet l'avenir. C'est un pays qui décline. La petite nuance que j'introduirais, et là je rejoindrai Patrick, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise obligataire qui, elle, viendra de la politique, pour le coup. Vous voyez, un candidat... Un effet listreuse, quoi. Un candidat à l'élection présidentielle, je ne donne pas de nom, qui réussit, qui n'inspire pas forcément les marchés financiers, ça peut aller très très vite. Mais la proba est très très faible. On est plutôt sur un pays qui décline. Le pays qui décline, en effet, c'est la grenouille qui est dans la casserole et qui va s'endormir gentiment. Mais ça, c'est dramatique. Vous ne préparez pas l'avenir. Ah oui. Mais attention, peut-être pour rassurer nos auditeurs, il y a quand même des pays qui un point d'optimisme. Non, mais je pense au Portugal. Le rebond, le sursaut. On parle souvent ici. Oui. C'est faisable. Le Portugal, il n'a pas mis 50 ans. Il a mis quoi? Il a mis 10 ans. C'est d'ailleurs un socialiste. C'est Suarez. Absolument. Réforme des retraites. Oui. Etc. Et finalement, on arrive, je crois qu'ils ont augmenté les retraites il y a quelques mois, ils sont en excédent budgétaire, on peut se réformer. C'est possible. Patrick. C'est très intéressant ce que vous dites, Emmanuel, parce que effectivement, comme il y a plein de choses qui rentrent dans les éléments macroéconomiques, comme la dette, etc. J'aime bien cette approche consistant à parler du stock et du flux. Et ce que vous évoquez sur les pays en question, c'est que il y a le stock qui est la dette, mais il y a le flux qui est est-ce que je suis en déficit ou est-ce que je suis en excédent. Et le vrai sujet que nous avons aujourd'hui en France, c'est un sujet de flux, parce que le stock par rapport à la fortune, les 18 ou 20 000 milliards de patrimoine en France, dont 6 000 milliards d'épargne. Si on regarde juste un bilan d'entreprise ou un bilan d'un couple, on dit c'est bon, quoi, il y a du patrimoine derrière, on pourra toujours lui piquer à un moment donné. Le problème, c'est que si tous les ans, tu accumules du déficit, etc. Là, je n'ai plus confiance en toi. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut sortir un peu uniquement de parler de la dette en disant c'est X% du PIB, c'est horrible. C'est de regarder ce que font les pays, effectivement, Portugal, Espagne, Italie, et de se dire, ils ont traité le flux. Certes, ils ont encore une dette qui est colossale, mais ils ne creusent plus le trou. Nicolas, vous qui avez suivi la crise financière puis la crise de la zone euro et le rétablissement des pays qu'on appelait les pays du Club Med à l'époque. Mais ce qui me frappe, pour rester sur l'exemple du Portugal, c'est que en fait, ça n'a pas été le rétablissement n'a pas été si compliqué en réalité. C'est-à-dire que les gouvernements. Alors c'est vrai qu'il y a eu un consensus politique né de la crise. Oui. Ça, c'est ce qu'on n'a pas. Et je pense qu'on ne l'aura pas, en fait. J'ai beaucoup apprécié l'analogie de la grenouille dans l'eau chaude d'Isabelle, parce que je pense que, en fait, le problème de la France, c'est en effet qu'on risque d'avoir des taux d'intérêt qui augmentent. Voilà, donc on est à 3,50, 3,60. On est passé devant l'Espagne, devant le Portugal, devant l'Italie. Donc ce sera plus compliqué de bâtir un consensus politique. Mais qu'a fait le Portugal? Les Portugais se sont dit, ils ont eu des idées très simples quand vous suivez un peu ce qu'ont fait les gouvernements, très simples et très justes. Donc ils se sont dit, il nous faut des recettes fiscales, donc il faut globalement une politique de l'offre, schématiquement, donc on simplifie un peu la vie des... Rien de révolutionnaire, mais on simplifie un peu la vie des entreprises. Oui. Il faut de la croissance, on attire des investissements. Donc il faut de la croissance, donc première idée simple, enfin quand même extrêmement juste. Et deuxième chose, ils se sont dit, la dépense publique, il n'y a pas de drame, il faut faire en sorte qu'elle augmente moins vite que les recettes fiscales. Voilà, donc pendant quelques années, on est rigoureux, on maîtrise les dépenses publiques. Et au bout de 5 ans, ça vous donne un résultat qui est un bon résultat. Donc c'est ça ce qu'il faut expliquer. Sans trop de douleur, ce que vous nous dites, c'est qu'il est possible de le faire sans crier. Je pense néanmoins qu'on doit avoir, mais ça c'est pas le sujet du jour, une grande réflexion sur l'organisation de notre État et l'organisation de notre État-providence. Mais je dirais que c'est presque un sujet qui est pas vraiment un sujet de finances publiques, c'est plutôt un sujet d'efficacité des services publics, d'organisation de notre sphère publique, d'efficacité. Donc c'est un magnifique et immense sujet qu'on ne traite absolument jamais, mais on peut faire sans, vous voyez, on peut quand même améliorer la situation de finances publiques à la Portugal, mais même en Italie, il n'y a pas eu de révolution extraordinaire dans le rétablissement des finances publiques. Il y a eu des efforts sur la retraite quand même. Il n'y a pas une majorité, je crois. Non, mais aucun pays n'a suspendu la réforme des retraites. Ça, je confirme. Pardon, je pense que Suarez devait être majoritaire, à vérifier. Il y a aussi toujours cette idée, quand tu as la majorité, tu peux faire des réformes. En plus, il était socialiste, donc c'est peut-être plus facile pour faire des réformes. Et puis aussi, les populations qui constatent qu'après peut-être quelques années d'efforts au début, la situation s'améliore et le pouvoir d'achat s'améliore et la vie globalement s'améliore. Alors qu'en France, le pouvoir d'achat, lui, c'est la une du Figaro Écho aujourd'hui, pose évidemment, c'est une des premières préoccupations des Français, on le sait, avec cet écart entre les chiffres macroéconomiques que nous délivre l'INSEE très régulièrement et le ressenti des Français qui est que on s'en sort pas et de moins en moins et que nos enfants s'en sortiront encore moins bien que nous.
qui a raison dans cette histoire? Est-ce que le pouvoir d'achat en France progresse ou pas? Voilà, la une du Figaro Économie, c'est pouvoir d'achat, les Français insatisfaits. Est-ce qu'ils ont raison d'être insatisfaits, les Français, Nicolas? Oui, en fait, les évolutions de pouvoir d'achat qui sont données par l'INSEE, c'est une grandeur macroéconomique, hein. C'est-à-dire qu'on regarde le pouvoir d'achat de la totalité des Français et on regarde si ça progresse. Donc oui, ça progresse. Alors, on trouve différentes réalités. Mais ça progresse parce que la population continue d'augmenter, ça progresse différemment selon les catégories de revenus, etc. Donc en réalité, vous avez quand même dans notre pays beaucoup de gens qui ont des difficultés. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est, vous regardez, ce sont des statistiques qui sont disponibles dans les bases de données de l'OCDE, vous regardez l'évolution du salaire brut, même pas net, parce qu'on dit toujours en France, le problème, c'est le brut, c'est les charges. Le coin fiscalo-social. Mais vous regardez l'évolution du salaire brut. En France, vous comparez par rapport à la totalité des pays de l'OCDE. Donc il y a beaucoup de pays quand même. Hein. 42. On est dans le groupe du milieu. Si je ne m'abuse. On n'est plus dans le groupe des riches. Oui, on est dans le groupe du milieu. Parce que la dégradation relative, pas absolue, mais relative de nos performances macroéconomiques, donc essentiellement la croissance, c'est un peu comme la grenouille avec la dette, subrepticement nous a emmenés dans les pays du milieu, c'est-à-dire des pays à pouvoir d'achat moyen. Et donc oui, en France, notre situation macroéconomique est suffisamment détériorée pour qu'une grande partie de nos concitoyens, et moi je trouve que c'est un immense problème politique et même pédagogique, parce que quand, comme moi, vous avez soutenu la réforme des retraites, et que vous avez des gens qui vous disent c'est sympa, mais moi je travaille 40 heures par semaine et à la fin du mois j'ai plus d'argent pour me payer une pizza avec mes enfants, donc vous voulez revaloriser le travail, mais vous voyez factuellement que pour des gens qui se défoncent, le travail ne paie pas suffisamment, là, vous avez un immense problème. Il y a un sujet politique, hein. Isabelle. Oui, il y a tout à fait un sujet politique. Et si on regarde, en fait, avec une focale assez longue, pendant très longtemps, le progrès technique et le progrès social nous a permis de travailler moins et d'avoir un niveau de vie qui s'améliore. Et notre modèle social, il a été un peu construit sur cette abondance au niveau du travail, etc. Ça fonctionnait pour les 30 Glorieuses, c'est plus compliqué aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, on se dit qu'il va falloir travailler probablement plus et pas nécessairement pour améliorer beaucoup notre niveau de vie, sauf à effectivement aussi revoir le financement de notre modèle social qui pèse aujourd'hui beaucoup trop sur les travailleurs, alors qu'on pourrait faire en sorte que la facture, elle soit supportée par un plus large nombre d'acteurs économiques. Vous êtes en train de me défendre la TVA sociale, là, Isabelle. Non, les retraites, que tout le monde y participe, c'est-à-dire aussi les retraités, les héritiers, les travailleurs, de manière à effectivement, puisqu'on a un problème qui est le travail ne paye plus suffisamment en France. Et toutes ces questions du pouvoir d'achat, du ressenti du pouvoir d'achat, c'est effectivement d'avoir son salaire, ne pas pouvoir avoir du mal à boucler ses fins de mois. Parce que sur le papier, si vous regardez à court terme, le pouvoir d'achat a augmenté. Alors c'est vrai qu'il faut regarder dans la composition du pouvoir d'achat, dans la première partie de l'augmentation du pouvoir d'achat, ce sont les revenus du patrimoine qui ont alimenté les revenus et qui ont permis ces gains de pouvoir d'achat. On a eu aussi l'indexation du SMIC qui a quand même permis de maintenir le pouvoir d'achat pour certaines classes, pour ceux qui sont... Pour les bas salaires. Voilà, pour les bas salaires. Mais sinon, ce qui écrase aussi la classe moyenne, du coup. Exactement, ça a tassé l'échelle des salaires. Mais du coup, les salaires n'avaient pas encore ont rattrapé dans le temps, en fait, le salaire réel, encore aujourd'hui, n'a pas complètement rattrapé les pertes de salaire réel qu'on a eues au moment de la poussée inflationniste. Je crois qu'on est à peu près 2/3, voire un peu plus de rattrapage. Et donc, bien évidemment, pour les salariés, c'est ce qu'ils voient, c'est leur salaire par rapport à, effectivement, leur niveau de vie, par rapport à cette idée que... je pense qu'il y avait aussi, il y a la mémoire d'inflation qui est encore très présente, et de se dire, je pense qu'ils attendaient qu'il y ait des baisses de prix, mais non, quand l'inflation ralentit... Oui, ils arrêtent d'augmenter, mais ils ne baissent pas. Mais ils ne baissent pas. Et donc, Patrick. Il y a un peu, je partage ce qui vient d'être évoqué, il y a un peu aussi à distinguer le sujet court terme et moyen terme. À court terme, ça s'est plutôt amélioré, l'inflation est tenue. Elle est très basse, dorénavant, elle est sous les 1%. Vous avez tous lu sans doute l'interview du nouveau directeur général de l'INSEE qui pointe ce décalage considérable entre le ressenti et la réalité. Et ça nous ramène à ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est que à force de créer de l'incertitude, eh bien,
on génère une situation d'angoisse chez les consommateurs, et la conséquence de tout ça, c'est j'épargne trop versus ce que je consomme. Après, sur la notion moyen terme, assez clairement, et j'aime bien des choses un peu basiques, quand on compare sur 20 ans ou 30 ans, combien de temps il faut, que représente le prix de la baguette par rapport à son salaire, le prix d'une voiture et le prix du logement, très clairement, on est sur des points basiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ressortent nous sortent du ressenti, mais qui correspondent à une réalité. L'alimentation est beaucoup moins chère, le logement à distinguer selon les territoires en France. Ça pourrait d'ailleurs nous réamener au sujet de est-ce qu'il ne faut pas un SMIC qui soit territorialisé, parce qu'il y a quand même un vrai sujet. Mais sur le long terme, très clairement, il y a une perte de pouvoir d'achat. Puisque pour le basique, il faut plus de mois de salaire ou plus de semaines de salaire pour pouvoir payer ce qui est... C'est vrai pour le logement, pour l'alimentation, la part dans le panier des ménages a très nettement baissé depuis le logement, mais le logement étant le point le plus critique. Mais ce qui est compliqué, Emmanuel Combe, c'est que même au sein d'un quintile, par part de revenus dans la population, si vous habitez en ville, dans un appartement au chauffage commun et que vous n'avez pas de voiture, la vie ne coûte pas aussi cher, mais l'impact n'est pas le même que si vous êtes en province, à la campagne, avec une maison individuelle, et vous devez faire 40 km pour conduire. Et de voitures. Papa, maman, et les enfants. C'est la limite du statistique, mais c'est bien quand même des statistiques qui nous montrent quand même que le pouvoir d'achat sur 6 ans, 7 ans a quand même augmenté en France. C'est ce que raconte l'INSEE. Alors après, j'entends, ça dépend pour qui, etc. Mais en moyenne, le pouvoir d'achat a augmenté. Alors comment expliquer? Non, mais c'est important de sortir une vérité quand même. Mais le décalage, il a toujours été persistant en France. Et moi, je pense que là, il faut aller, si on est très micro, il faut aller sur des biais psychologiques. D'abord, les dépenses contraintes. Il y a un tiers du budget qui, de toute façon, n'est pas arbitrable. L'abonnement de téléphone portable, il faut le payer tous les mois. Il y a les biais psychologiques. On retient toujours les hausses et pas les baisses. Il y a quand même, comme le disait Isabelle, le souvenir de l'inflation 2022-2023. On retient plus les hausses que les baisses. Mais je voudrais prendre un angle plutôt macro. À la fin des fins, il faut quand même dire la vérité aux Français. Leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat dans tous les sondages. Mais pardon, le pouvoir d'achat, ça n'est pas une variable économique, c'est le résultat d'une politique économique. En d'autres termes, si on veut du pouvoir d'achat, on l'a dit ici sur ce plateau 1 milliard de fois, mais c'est bien de le redire, il faut que la production globale augmente, et il n'y a pas 50 leviers, il y en a 2, la quantité de travail et la productivité. Les gains de productivité repartent en France, mais ils restent relativement faibles. Quant à la quantité de travail, que nos auditeurs ne se trompent pas, on ne dit pas que chacun doit travailler plus dans la semaine, on dit que collectivement, on doit travailler plus. C'est le problème, vous le savez, du taux d'emploi, l'entrée des jeunes et la sortie sur le marché du travail. Donc à la fin des fins, il n'y a pas de politique de pouvoir d'achat. Il y a une politique économique de croissance qui conduit à la fin du pouvoir d'achat. C'est un dernier petit point, pour moi qui suis spécialiste de concurrence, un sujet dont on ne parle alors plus du tout. Et d'ailleurs, j'en profite. Moteur de pouvoir d'achat, la concurrence. Pour défendre l'autorité de la concurrence, dont le budget a été raboté, je trouve ça absolument lamentable. Quand on voit que c'est une autorité qui coûte à peu près 20 millions et qui rapporte 400 millions, c'est-à-dire 20 fois ce qu'elle coûte, moi j'aurais augmenté son budget. On n'entend plus parler de ce mot concurrence. Un levier de pouvoir d'achat, c'est de jouer également sur les bien-être du consommateur. Oui, mais je veux bien juste sur les prix, il faut détecter les pratiques anticoncurrentielles, etc. Donc il y a des leviers quand même sur le pouvoir d'achat. Encore faut-il s'en donner les moyens. Je veux bien qu'on parle de ce sujet, mais il faudrait une autre émission sur le sujet de la concurrence, parce que vous avez raison, le sujet de la concurrence pour le pouvoir d'achat est un élément indispensable. Mais si on se place en matière de stratégie industrielle et de souveraineté, pour moi, les décisions des autorités de la concurrence au cours des dernières années ont été très pénalisantes, c'est une bonne parce qu'elle interdit de construire des géants qui soient des géants capables de concourir mondialement. Disait Margaret Vestager, s'il y avait une fusion, on aurait eu un géant, on a 2 géants. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce point, mais ça sera une autre. Je vous donnerai une expérience. Un vrai bon débat. Je vous donnerai une expérience. Nicolas, à quoi il faut s'attendre pour 2026 en termes de pouvoir d'achat sur les salaires? Est-ce que ça se présente mieux que les années précédentes? Donc, quand vous avez 1% de croissance par an, vous ne pouvez pas avoir 5% d'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, il faut revenir là. En même temps, la progression du revenu disponible des ménages a progressé plus vite que le PIB. Oui, mais justement, mais c'est pas. Pourquoi c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? C'est possible sur le court terme, mais c'est pas possible à moyen terme. Moi, je suis très optimiste à moyen terme parce que je fais partie de ceux extrêmement rares qui pensent que la révolution technologique en cours recèle des gains de productivité absolument gigantesques qui vont se révéler, sauf que ça prend beaucoup de temps. Comme dans toutes les révolutions industrielles, en fait, on n'y était pas, donc
donc on ne le sait pas. Mais quand est-ce qu'on sera riche, quand on lit Nicolas? les livres d'histoire, on voit que ça prend toujours énormément de temps. Ça prend des dizaines, pas tout de suite, mais ça dépend de notre utilisation des technologies. Mais si on utilise ces technos qui sont à notre disposition, et que tout le monde présente comme des menaces absolument épouvantables, pire que Poutine et l'islamisme, conjugué vraiment l'intelligence artificielle, dès que vous ouvrez un journal, il y a des craintes sur des c'est soit danger, soit menace. Les robots, c'est soit danger, soit menace. Tout est danger et menace en ce moment, quoi. Voilà. Bien ou mal. Alors si vous y réfléchissez, le pouvoir des cauchemars, c'est un levier politique important. Un peu correctement, et que vous vous dites, tiens, je prends un exemple, puisqu'il y a une grève des médecins en ce moment. Des médecins, il n'y en a pas assez. L'intelligence artificielle, elle permet de faire des gains de productivité massifs. Si les médecins, ces prochaines années, veulent être fortement augmenté, en fait, il y a une solution, c'est l'utilisation massive dans leur cabinet de technologies. Notamment en radiologie. Ça permettra de faire des gains de productivité de 10, 15, 20% et donc des augmentations de rémunération des médecins de 10, 15, 20%. Donc plutôt que de monter à Bruxelles parce qu'ils ne sont pas contents que le gouvernement ait osé évoquer un tout petit peu le fait qu'il y avait beaucoup d'arrêts de travail en France et que peut-être on pourrait éventuellement commencer à réfléchir à la façon de les limiter, ce qui a créé une espèce de crise d'hystérie parce que les syndicats de médecins, c'est un peu pire que Sudrail, pour être tout à fait honnête. Je les connais, donc je connais, c'est cadeau. Connais bien ce sujet. Je connais bien Sudrail. Voilà. Donc c'est osé. Donc, en fait, la difficulté du sujet du pouvoir d'achat, c'est que c'est exactement ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire que tout le monde a envie de trouver des mesures pour le pouvoir d'achat. Or, derrière ça, c'est de la réflexion économique un peu structurée qui va nous sortir de cette affaire et nous permettre d'avancer. Non, mais juste revenir alors sur du back to basic, sur le ressenti. Sur le ressenti, en fait, on a moins perdu de pouvoir d'achat pendant la période de la crise inflationniste, notamment celle liée à l'énergie, puisqu'on a mis en place des boucliers tarifaires, ce qui fait que les ménages français ont été mieux protégés que le reste des Européens par rapport à la facture. Ça a soutenu la compétitivité française. Et ça a soutenu la compétitivité, mais en même temps, c'est l'instrument. En fait, les ménages français s'en sont pas rendus compte. C'est-à-dire que les autres pays ont utilisé des chèques, etc. Les gens voyaient arriver les chèques. Nous, on a eu l'impression, enfin les Français de manière majoritaire, ont eu l'impression que c'était tout à fait normal. Leur facture énergétique n'est pas autant augmentée que... Et grâce à ça, on a gagné 5 points de compétitivité par rapport à l'Allemagne en 8 ans, ce qui est absolument colossal. Merci à tous les 4, Isabelle Job-Badil, Patrick Bertrand, Emmanuel Combe et Nicolas Bouzou pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite,